Dans la vie, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Et c'est ce qu'a décidé de faire Shauna à l'âge de 28 ans. Elle a quitté sa ville natale pour rejoindre la ville de tous les excès, Las Vegas. Elle veut y tenter sa chance, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle va réussir à elle aussi avoir sa part du gâteau. Mais elle ne se rend pas compte qu'un prédateur rôde autour d'elle. Mais qui est-il? Est-ce un collègue, un ami, un voisin ou peut-être encore un client? Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Shauna Castleton. Shauna Ann Castleton a grandi dans une famille mormone de Salt Lake City. C'est une femme souriante et positive, elle vit l'instant présent, et en 1994, alors qu'elle a 28 ans, elle décide de tout plaquer et de déménager à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Au début, elle vend du maquillage dans divers magasins de la ville, mais elle se lasse rapidement de ses emplois. Elle rêve de s'amuser et de faire fortune. Alors, elle décide de changer d'emploi et devient serveuse dans l'un des casinos les plus branchés de la ville, le Palms Hotel Casino. Et elle s'adapte très vite à son nouvel emploi. Elle est très rapidement très appréciée de ses clients ainsi que de ses collègues qui deviennent un peu comme une seconde famille pour elle. Et si tout se passe bien côté professionnel, vous verrez que ce ne sera pas vraiment le cas dans sa vie privée. Et pourtant, tout avait si bien commencé. En 2002, elle rencontre George Tiafei au Palms Hotel. C'est un charmant pompier, beau et charismatique, et la belle Shauna lui a tapé dans l'œil, au point où il venait souvent lui rendre visite au travail. Il aimait le fait qu'elle travaillait dur et qu'elle était aux petits soins avec ses clients. Et ça a été une évidence, ils ont immédiatement été attirés l'un par l'autre, et de ce fait, ils sont vite devenus inséparables. 1 an après leur rencontre en 2003, Shauna donne naissance à une petite fille du nom de Madison. George est fou de joie, il est littéralement gaga de sa fille. Puis quelques années plus tard, pour sceller leur amour, le couple se marie. La petite famille est heureuse, jusqu'à ce que George ne connaisse des problèmes financiers. Le pauvre perd beaucoup d'argent lors d'une crise du marché de l'immobilier. Cela impacte grandement le couple, car Shauna devient à présent la seule personne dont le salaire permet de maintenir la famille à flot. Se donnant corps et âme au travail, ne comptant pas ses heures et ne ménageant pas ses efforts, elle gagne à cette période la coquette somme de $100,000 par an. Et ça comprend son salaire, ses pourboires, ainsi que des jetons de casino qui à Las Vegas peuvent être échangés contre de l'argent. Et ça, George, qui travaille pourtant en tant que pompier, eh bien, il a du mal à le supporter. Dans le fond, il a honte que sa femme gagne plus que lui. Et pire même, que ce soit elle qui pose le pain sur la table. C'est si difficile pour lui à encaisser que son attitude à l'égard de sa femme va progressivement changer. Il a peur de la perdre, elle qui est sans arrêt entourée des hommes les plus riches de la ville. Il devient jaloux, il est possessif et il est même très critique envers elle. Il n'hésite d'ailleurs pas à la critiquer devant leur fille. Et Shauna ne comprend pas, elle qui fait de son mieux, elle qui a toujours tout fait pour sa famille, forcément tout ça la peine énormément. Mais l'attitude de George, qui ne digère pas la réussite de sa femme, et aussi et surtout son propre échec, est toujours plus dénigrante. Alors les tensions dans le couple ne se font que s'accentuer. Mais bon, Shauna tient bon, sauf qu'après 10 ans de relation, c'en est trop pour elle. Elle connaît sa valeur et sait qu'elle mérite autre chose qu'un époux méprisant, alors elle décide de quitter le domicile pour emménager dans un nouvel appartement situé à Summerlin, dans la vallée de Las Vegas. Le couple se met alors d'accord pour partager la garde de leur fille, Maddie, mais les deux ne perdent pas espoir un jour d'arranger les choses. Alors ils décident de consulter un conseiller conjugal, et Shauna est si préoccupée par ses soucis de famille qu'elle ne voit pas le danger rôder autour d'elle. Pour l'heure, Shauna sait que si elle n'arrive pas à faire changer les choses dans son couple, le divorce sera inévitable. Elle fait donc part à George de l'éventualité de demander le divorce, du moins s'il ne change pas, car elle ne veut surtout pas le mettre un jour devant le fait accompli. Il doit faire des efforts, sinon ce sera définitivement terminé. Et forcément, George en est bouleversé. Il sait qu'un divorce serait compliqué, coûteux, et que surtout ça va faire littéralement imploser sa famille. Mais au lieu de s'accrocher, il va baisser les bras, il ne va plus vraiment faire d'efforts, et Shauna est toujours plus triste. Sa famille est en train de s'effondrer, et ça 10 ans plus tôt, elle ne l'aurait jamais cru. Elle se demande où est passé son vaillant et preux chevalier rencontré au casino. Et avec le temps, Shauna s'habitue à vivre seule, mais elle ne se rend pas compte
que depuis qu'elle n'est plus sous le même toit que son mari, elle a attiré l'attention d'un mystérieux prédateur. Même si elle ne s'entendait plus avec son mari, il avait au moins le mérite d'être là, et il est probable que cet individu ait vu là une aubaine de se rapprocher de sa victime, et d'ailleurs il va bientôt passer à l'acte. Puisqu'un soir comme les autres, après être rentrée du travail, Shona découvre que quelqu'un est entré par effraction. Elle découvre alors une scène de désolation, son appartement est à sac. Et on lui a volé des objets de valeur, dont sa bague de fiançailles. Mais chose particulièrement étrange, ses bas de bikini ont disparu. Alors pourquoi donc quelqu'un s'intéresserait-il à ses bas de maillot de bain? Mais ce n'est pas tout, elle trouve aussi un boxeur pour homme de la taille S. Un boxeur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et la pauvre en est terrifiée, et avouons que ça donne là une tournure encore plus inquiétante à cet événement. Mais Shona signale les faits à la police, rien ne se passe, mais alors que plus d'une aurait fui le domicile, Shona, elle, est une femme courageuse. Elle fait donc de son mieux pour continuer à vivre une vie normale malgré cette expérience traumatisante. Et le 29 septembre 2012, soit 3 semaines après le cambriolage, Shona quitte son travail comme d'habitude, il est alors dans les environs de 3 heures du matin, et le Palm Hotel étant situé à une demi-heure en voiture de son domicile, elle arrive chez elle vers 3h30 du matin. Elle se gare comme à son habitude à l'extérieur de son domicile et entre par la porte du garage. Et quelques heures plus tard, vers 9h du matin, après être sorti du travail, George, son mari, passe, comme il a l'habitude de le faire, récupérer la petite Maddie, alors âgée de 8 ans, chez sa grand-mère. Puis, il se rend chez Shona pour récupérer les affaires de Maddie. Le père et sa fille entrent alors dans l'appartement de Shona et découvrent qu'encore une fois, tout est sans dessus-dessous. Et pire même, Shona est là, inerte, sur le sol, et George n'en revient pas. Il fait immédiatement sortir sa fille de la pièce, et c'est en bégayant, sous le choc, qu'il appelle le 911, et voici d'ailleurs la conversation. Donc je vais essayer de vous la lire. L'opérateur dit « 911, urgence, bonjour », ce à quoi George répond « Police, je pense que je dois signaler un cambriolage et un meurtre. Ma femme est sur le sol, il y a du sang, elle est rigide, elle ne bouge plus, et je suis avec ma fille, et je veux l'emmener. » Alors, j'ai essayé de vous traduire un petit peu l'hésitation de George, mais bon, je suis pas comédienne ni voix off, donc excusez-moi pour la médiocrité de mon interprétation. Ce à quoi l'agent du 911 dit « Ok ». George répond « Mère, chez ma mère ». Donc il veut finir sa phrase, hein. « Je veux l'emmener chez ma mère ». Ce à quoi l'agent répond « Restez là 1 minute, d'accord ?» Ce à quoi il répond « Ok ». L'agent lui demande « Connaissez-vous l'adresse ?» Et vous ne vivez pas là, c'est correct. Ce à quoi George répond « Non, ma femme et moi vivons dans 2 endroits différents. » Ok, lui répond l'opérateur. Alors quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ce à quoi George répond ok. Il est sous le choc, l'opérateur lui explique qu'il s'en sort très bien et lui dit de respirer profondément. George répond « Ok », il explique qu'il est pompier et qu'il travaillait, il explique qu'il l'a vu pour la dernière fois il y a environ 36 heures. Mais il n'est pas sûr, alors il précise que c'était peut-être il y a 1 jour ou 1 jour et demi, quelque chose comme ça. L'opérateur du 911 lui demande quel âge a sa fille, ce à quoi il répond 8 ans. L'opérateur demande si elle est avec lui, toujours au domicile, il répond que oui, elle est là avec lui. L'opérateur lui demande son nom, ce à quoi George répond « Je m'appelle George Tiafei ». L'opérateur demande est-ce qu'il a vu quelque chose de suspect autour de sa femme, comme des armes, des couteaux, des armes à feu, ce à quoi George répond, complètement abasourdi, qu'il est désolé mais qu'il doit absolument sortir sa fille de l'immeuble. Il explique qu'ils sont venus récupérer des affaires à sa fille, car sa femme dort la journée et travaille de nuit, et ça, effectivement, ils ont l'habitude de le faire. L'opérateur répond d'accord. George précise qu'elle était sur le sol et qu'ils sont rentrés. L'opérateur demande où il se trouve maintenant, ce à quoi il répond dans le garage, ce à quoi l'opérateur répond ok, un officier arrive, restez là, restez à l'extérieur et nous envoyons quelqu'un pour vous, ok? Ce à quoi George répond « Oh mon Dieu, je n'ai pas vérifié le corps, je n'ai pas vérifié le pouls. » L'opérateur répond « Ne vous inquiétez pas, ça va aller, une équipe médicale est en route. » Et George le remercie.
Dans la foulée, les secours arrivent et ne peuvent que constater le décès de Shona. La famille de Shona est immédiatement informée du drame, et ce alors même que les secours sont encore au domicile de Shona. Et compte tenu de la relation tendue entre Shona et son mari, en apprenant la nouvelle, Paula Stokes Richards, qui est la sœur de Shona ainsi que son mari, John, suspecte immédiatement l'époux. Il décide même de l'appeler et dans le doute d'enregistrer la conversation. Et quand il l'appelle, George est encore devant la maison de Shona et avec la police. Et George répond « Allô ?» Paula lui dit « George ?» George répond « Oui, madame ?» Ce à quoi Paula répond « C'est Paula, est-ce que tu peux me dire ce qu'il se passe ?» George répond que Shona est morte. Paula demande « Tu peux me dire ce qu'on lui a fait ?» George répond « Oh mon Dieu, je ne sais pas, elle était sur le sol, il y avait du sang partout. » Paula répond « Comment ça? Est-ce que le corps de Shona est toujours là ?» Ce à quoi George répond « Oui, je pense. » À la fin de leur conversation, George passe ensuite le téléphone à un psychologue qui est présent sur les lieux et Paula lui fait immédiatement part de ses soupçons. Elle demande au psychologue si personne ne peut les entendre. Ce à quoi le psychologue répond « Oui, correct, personne ne les entend. » Alors elle lui confie qu'elle soupçonne George d'être impliqué dans la mort de sa sœur. Après ça, Paula raccroche et le lendemain du meurtre, son mari et elle prennent le premier vol pour Las Vegas depuis Nashville. Et en étudiant la configuration des lieux, il est clair pour les enquêteurs que Shona a été attaquée alors qu'elle montait les escaliers par quelqu'un qui brandissait probablement un marteau, ce qui sera confirmé plus tard. La pauvre a essayé de se défendre en mettant ses mains devant son visage, et c'est pour ça qu'elle a les doigts cassés. Et donc il ne fait aucun doute pour les officiers que la pauvre femme a souffert. Et un voisin va se manifester. Il affirme avoir entendu un bruit sourd provenant de l'appartement de Shona entre 3h30 et 4h30 du matin, mais comme habituellement elle rentrait chez elle à cette heure-ci, eh bien il n'avait pas trouvé ça suspect. Puis c'est un autre voisin qui va contacter la police. Il leur explique avoir trouvé le téléphone de Shona ainsi que sa carte d'assurance maladie et son maquillage le long d'une route à proximité de son immeuble. George étant celui qui a découvert le corps, il est immédiatement interrogé et d'ailleurs, c'est toujours le compagnon qui est le premier suspect dans ce genre d'affaires. Statistique oblige, malheureusement. George est dépité, il explique qu'il n'y est pour rien car il travaillait et se trouvait à la caserne au moment du décès de sa femme, et effectivement, après s'être entretenu avec ses collègues pompiers, les policiers constatent qu'il dit bien la vérité. Il est donc éliminé de la liste des suspects. Et c'est dans la foulée qu'ils apprennent que la victime a été cambriolée seulement 3 semaines avant. Et cette histoire de bas de maillot de bain, forcément c'est plus que louche. Ils comprennent qu'ils ont sûrement affaire à quelqu'un qui s'était peut-être épris de Shona, du moins, qui a dû faire une fixation sur cette belle blonde. Mais ils n'écartent pas l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Donc peut-être que le cambrioleur est revenu chez Shona pour voler d'autres choses, peut-être qu'il l'a pensée absente ou endormie et qu'il a été surpris par Shona. Il aurait alors paniqué, s'en serait alors pris à elle. Mais quand même, un simple voleur ne vole pas des slips. Donc, ils vont privilégier la piste du prédateur. Et ils pensent qu'il a probablement repéré sa victime au casino et qu'il l'a suivie jusqu'à son domicile. Après tout, ils étaient quand même nombreux à courtiser la jeune femme au travail. Les enquêteurs décident d'interroger ses collègues. Ils découvrent que les autres serveuses sont littéralement terrifiées, elles sont sur les nerfs, et pour la bonne et simple raison qu'elles ont peur d'être les prochaines. On leur demande si elles n'ont pas remarqué quelque chose de louche, un client satisfait ou un client qui était particulièrement intéressé par Shona, mais rien ne ressort des interrogatoires. Les enquêteurs demandent ensuite l'aide de la population, peut-être que quelqu'un sait quelque chose, et effectivement, seulement 48 heures après le début de l'enquête, un homme va se manifester. C'est un certain William Penix, plus connu sous le nom de Big Will. Et c'est lui qui va enfin permettre de faire avancer l'enquête. Nous sommes alors seulement quelques jours plus tard. Big Will est un agent d'entretien qui travaille dans un complexe d'appartements de Vegas. Et il vit également à Vegas depuis plusieurs années. Et il explique qu'un de ses amis, un sans-abri surnommé Greyhound, l'avait appelé et il lui avait dit qu'il avait besoin de lui parler. Cet ami était un ex-codétenu que Big Will essayait de, remettre sur le droit chemin, et selon Big Will, cet ami est venu le voir et lui a alors confié avoir assassiné quelqu'un. Et quand il lui a annoncé la terrible nouvelle, ce Greyhound était heureux de partager la nouvelle avec quelqu'un qu'il pensait de confiance. Il a expliqué avoir frappé sa victime, une femme, avec un marteau, encore et encore jusqu'à ce qu'il se brise.
Et le pire, c'est qu'il disait ça en riant. C'était vraiment drôle à ses yeux. Forcément, Big Will n'en revenait pas. Il pensait vraiment qu'il y avait de l'espoir pour Greyhound, mais non. Alors, il n'est pas passé par 4 chemins, il l'a stoppé net et lui a dit droit dans les yeux que si un jour il tombait sur une telle affaire aux infos ou dans les journaux, eh bien, il n'hésiterait pas à passer la porte d'un commissariat. Cela va à l'encontre de ses croyances que de protéger quelqu'un comme ça, donc qu'il ne compte pas sur lui pour le protéger. Il savait que Greyhound était un peu spécial, pas très net disons, mais il avait vraiment l'espoir de le faire changer. Et peu après, Big Will a appris pour la pauvre Shona au travers d'un article, et il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a appelé le commissariat. Big Will explique au détective que Greyhound est sans abri et qu'il vit dans une tente à l'extérieur de la ville, mais il ne sait pas où exactement. Il explique aussi que Greyhound avait l'habitude de parcourir des kilomètres depuis sa tente, située alors dans le désert, jusqu'à une épicerie d'Albertson. Il avait l'habitude d'y voler de la nourriture, sans compter qu'il y vendait aussi de la drogue, plus précisément à l'extérieur, dans une station-service située en face du magasin. Et donc Big Will leur propose de les accompagner là-bas pour les aider à le retrouver, ce que les détectives acceptent avec joie. Serait-ce le rôdeur qui était venu donc 3 semaines plus tôt. Arrivés sur place, les policiers entrent dans l'épicerie, ils parlent aux employés dans l'espoir qu'ils aient vu Greyhound récemment et par chance. Ils n'auront pas à attendre bien longtemps avant que Big Will, resté à l'extérieur du magasin, ne croise Greyhound. Et Greyhound le salue chaleureusement. Will le salue à son tour et lui demande d'attendre 1 minute. Greyhound ne se méfie pas et pendant ce temps, Big Will prévient les enquêteurs restés à l'intérieur du magasin. Et précisons d'ailleurs que les enquêteurs, pour passer inaperçus, avaient laissé leurs uniformes au placard. Alors ils sortent et l'un d'eux s'approche doucement de Greyhound avant de lui révéler son identité, haut les mains et bas les masques. Et les enquêteurs constatent avec joie qu'il a de la drogue sur lui. Ils peuvent donc l'arrêter et savent qu'ils pourront même le placer sous les verrous pour ce seul motif. Ça leur laissera tout le temps nécessaire pour l'interroger. Ils le conduisent alors au poste de police pour l'interroger. Ils découvrent que son vrai nom est Noel Stevens et qu'il est bien connu des services de police. Et il va rapidement avouer pour la drogue. Mais il va catégoriquement réfuter être impliqué dans l'affaire de Shona. Mais les policiers ont du mal à y croire. Après tout, il est dans une telle précarité qu'effectivement, un cambriolage ne serait pas étonnant, surtout vu son passif. Et il constate aussi que Greyhound n'a pas forcément la lumière allumée à tous les étages. Il est vrai qu'il est en proie à divers troubles psychologiques. Mais alors, quel est le lien entre Shona et lui? L'a-t-il suivi dans les rues de Vegas? A-t-il choisi son appartement au hasard et faire le choix de revenir, pensant cette fois peut-être la trouver dans la nuit et profiter d'elle? Les choses ainsi auraient mal tourné et il serait reparti sans demander son reste. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs ne savent rien. Seule certitude, Greyhound ne dit rien. Pendant qu'il est au commissariat, les policiers décident de fouiller sa tente, mais encore une fois, ils ne savent pas où elle est. Ils savent juste qu'elle est quelque part dans un endroit isolé, donc ils utilisent un hélicoptère pour fouiller les collines environnantes. Au départ, ils ont peur de ne rien trouver, car la zone, il est vrai, est extrêmement vaste, mais la chance sera avec eux ce jour-là. Ils finissent par localiser la fameuse tente. Ils espèrent ainsi trouver quelque chose qui pourrait le lier à Shona, mais il n'y a rien. Mais en fouillant les environs de la tente, ils trouvent un pantalon couvert de sang, l'étiquette de prix d'un marteau ainsi que des sous-vêtements ensanglantés. Et après analyse, le sang est bien celui de Shona. Alors bingo. Alors en apprenant ça, les policiers mettent carte sur table, ils expliquent enfin que s'il a été arrêté, c'est parce qu'il a été dénoncé, et ça va marcher. Greyhound passe enfin aux aveux. Oui, c'est bien lui le coupable. Mais il ne dit rien de plus, il se mure dans le silence. Sauf qu'entre-temps, les policiers ont fouillé son téléphone, et ils ont trouvé dans ses contacts un numéro qui va vivement attirer leur attention. C'est celui de George, le mari de Shona. Alors l'air de rien, il lui demande qui est ce George, ce à quoi Greyhound répond que c'est un ami à lui, un pompier. Et effectivement, les enquêteurs vont vite apprendre que ce Greyhound est en réalité ami avec George, et ce depuis quelques années déjà. Du temps déjà où il habitait encore avec Shona, et que donc Greyhound a croisé Shona plus d'une fois. Ils apprennent également des proches de Shona qu'elle leur avait parlé de ce Greyhound. Elle leur a expliqué que George lui confiait souvent des petits boulots à faire à la maison, alors que Shona y habitait encore.
Et lorsque Shona avait rencontré cet homme, elle ne l'avait pas senti, mais vraiment de suite. Non pas à cause de sa situation, mais à cause de son attitude étrange. C'était comme ça. Son instinct lui avait dit de se méfier de lui. Elle était mal à l'aise en sa présence, et elle avait du mal à supporter sa présence, puisqu'il était en plus de ça omniprésent à son domicile, toujours quelque part à réparer quelque chose, et toujours fourré avec son mari. Et on le sait maintenant, l'instinct de Shona ne l'avait pas trompé. Les policiers ont poursuivi leur enquête, ils se sont servis du code barre de l'étiquette du marteau pour retrouver l'endroit où il avait été acheté, et grâce à ça, ils ont réussi à localiser le magasin en question et à récupérer les images de vidéosurveillance. Ils n'en reviennent pas. Sur ces images, on peut voir Greyhound en compagnie de George. C'est donc ensemble qu'ils ont acheté ce marteau. Mais pas que, il y avait des gants aussi et des couteaux. Les officiers sont alors convaincus que c'est George qui a commandité le crime. Au commissariat, face à toutes les preuves qui s'accumulent contre lui, Greyhound avoue tout. Il se met enfin à parler. Oui, c'est lui qui a tué Shona, mais c'est son mari qui a commandité sa mort. Il explique que George et lui ont même longuement planifié le meurtre et que George lui avait même acheté des vêtements sombres et qu'il lui avait demandé de simuler un cambriolage quelques semaines avant le drame pour brouiller les pistes. Il lui avait demandé de prendre quelques dessous pour que les officiers se mettent à chercher un stalker ou un client détraqué. Et c'est vrai que, disons que la condition psychologique de Greyhound, son niveau intellectuel, font que les officiers pensent que ce n'est pas lui qui aurait pu tout planifier comme ça. Puis Greyhound ajoute aussi que George lui a donné $600 pour commettre le crime. Et il va leur donner des détails sur ce qui s'est passé ce 29 septembre 2012. Il leur dit qu'après être entré par effraction chez Shona, il s'est caché un moment dans un placard. Avant de se rendre dans le salon, il a ensuite attendu jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle, et une fois rentrée chez elle, la pauvre a monté les escaliers, il l'a suivie et il s'est jeté sur elle. Elle s'était alors mise à pleurer, alors déjà imaginez comme elle devait vivre dans la terreur depuis une vingtaine de jours, et là son pire cauchemar, ce qu'elle avait tant redouté pendant 21 jours et 21 nuits se produit. Elle avait alors compris que c'était le bon ami de son mari qui était derrière tout ça, et elle lui avait demandé pourquoi il faisait ça, et aussi et surtout, elle l'avait supplié de la laisser en vie. Il explique l'avoir frappée 17 fois jusqu'à ce qu'elle s'arrête de bouger. Il ne lui a laissé aucune chance. À la fin de son récit, Greyhound propose aux policiers de les accompagner à l'endroit où il a enterré la tête du marteau. C'était dans le désert, et c'est ainsi que la police met la main sur l'arme du crime. Nous sommes alors seulement 9 jours après le drame. Le 8 octobre, et stratégiquement, les officiers informent la mère et la sœur de George qu'il est à présent suspect dans le meurtre de Shona. Et les deux femmes ne les croient absolument pas. Elles sont persuadées qu'il n'a aucun lien avec le meurtre. Et une poignée de minutes après cette conversation, la stratégie des enquêteurs va marcher puisque la sœur de George appelle son frère pour l'informer de ce que viennent de lui dire les enquêteurs. Mais George ne le sait pas encore, mais ces conversations téléphoniques sont enregistrées, et en plus de ça, la police le surveille discrètement. George ne laisse rien paraître au téléphone, mais seulement une poignée de secondes après l'appel, il saute dans son camion et roule à toute vitesse à travers Las Vegas. Et les policiers le prennent donc en chasse. Il roule à 130 km/h, se faufilant entre les véhicules, et son véhicule finit par percuter de plein fouet une barrière. Et les autorités observent qu'il n'y a aucune marque sur le bitume qui pourrait indiquer qu'il aurait essayé de freiner. Ce qui veut dire qu'il a probablement volontairement décidé de foncer dans le mur pour en finir. Et s'il a survécu, c'est grâce à sa ceinture de sécurité. Suite à son accident, il est transporté d'urgence à l'hôpital, et 2 jours plus tard, des policiers viennent lui annoncer qu'il est en état d'arrestation. Et il leur répond simplement « Ok ». Il demande s'il peut appeler ses avocats, prendre une douche et se laver les dents. C'est tout. Aucun mot pour sa femme. L'année suivante, en 2013, Greyhound passe un accord avec le procureur. Il accepte de plaider coupable pour réchapper à la peine de mort. Et aussi et surtout, il accepte de témoigner contre George. Et il sera, dans la foulée, condamné à une peine de 42 années de prison à la prison à vie. Les policiers sont alors persuadés d'avoir enfin assez de preuves pour faire condamner George, mais ils doivent se rendre à l'évidence. Greyhound est loin d'être le témoin idéal. Il est alcoolique, il a une réputation de menteur, il a été condamné à plusieurs reprises par la justice et encore une fois il souffre de diverses pathologies mentales.
Donc George peut en réalité tout à fait s'en sortir à ce stade de l'affaire. Et c'est en août 2015 que le procès de George va s'ouvrir. La famille de Shona est présente, ils se sont tous habillés en rose, la couleur préférée de Shona. Ils ont donné au procureur le jeton porte-bonheur de Shona, et il le gardera sur lui comme porte-bonheur pendant tout le procès. Quant à George, il fait le choix de ne pas témoigner à la barre. Le procureur est alors persuadé d'avoir toutes les cartes en main pour le faire condamner. Il a des images de vidéosurveillance du magasin, il a des témoignages de Greyhound, il a également de nombreux relevés téléphoniques prouvant que George avait appelé Greyhound 87 fois en septembre de l'année 2012 et 5 fois la nuit précédant le meurtre de Shona, ce qui n'était pas habituel dans leur dynamique d'amitié. Et la théorie du procureur, c'est que George, jaloux comme un pou, a senti le vent tourner. Il s'est douté que son mariage était fini et que Shona, dégoûtée de son attitude, n'allait sans doute jamais revenir. Mais ce n'est pas tout. Dans le fond, ce divorce, ça n'arrangeait pas les affaires de George. Vivre aux frais de la princesse, même si ça touche son ego, c'était quand même bien pratique, et en cas de divorce, c'était Shona qui aurait probablement eu la maison. Ce à quoi la défense a répondu que les images de vidéosurveillance ne prouvaient rien, et que George et Greyhound achetaient simplement des outils pour que Greyhound puisse continuer à faire des travaux dans la maison du couple. Et quand le tour est venu à Greyhound de témoigner, il a répété à la cour tout ce qu'il avait dit à la police auparavant. Il a également expliqué avoir rencontré George des années plus tôt, alors qu'ils vivaient tous les deux dans la même rue. George promenait alors son chien, et Greyhound, lui, était dehors à fumer une cigarette. Ils avaient discuté ensemble, et Greyhound lui avait alors expliqué qu'il gagnait sa vie en faisant de menus travaux ainsi que du jardinage. Ce à quoi George lui avait proposé du travail. Avec les années, ils sont devenus amis, mais Greyhound explique que dès le départ, George lui avait demandé de tuer Shona. Mais il a cru que c'était une blague, et face à l'insistance de George, il a simplement pensé qu'il disait ça sous le coup de la colère. Mais George a insisté, il a insisté encore et encore, patiemment, pendant des années. Puis, quand il lui a proposé 5 000 $, c'est là qu'enfin Greyhound l'a pris au sérieux. Et pour lui, 5 000 $, c'est une somme énorme. Il avait prévu de prendre cet argent et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. George lui avait alors donné un acompte de 600 $ pour accomplir le travail, lui promettant de lui donner le reste une fois sa mission accomplie, mais aussi et surtout une fois qu'il aurait touché l'argent de l'assurance. Greyhound a ajouté qu'il s'était fait de l'argent en revendant la bague de fiançailles de Shona, bague qu'il lui avait volée, avec bien évidemment l'accord et l'aval de George, ça brouillait encore un peu plus les pistes, et il précise également que George lui avait conseillé d'utiliser le marteau en fibre de verre qu'il avait acheté en même temps que le marteau avec le manche en bois, car le marteau avec un manche en bois risquait selon George de se briser pendant l'attaque, conseil que n'avait pas suivi Greyhound, préférant celui en bois. Et on apprendra que même cassé, Greyhound avait fini le travail en n'utilisant plus que la tête de l'objet. Le procureur indique qu'il y a donc énormément d'éléments de preuve qui viennent corroborer sa thèse, rappelant les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, montrant des factures, etc., etc. Mais quand Greyhound a avoué à la barre être régulièrement en proie à des hallucinations à la fois auditives et visuelles, l'accusation, il est vrai, a sérieusement été mise à mal. Et forcément, la défense s'est engouffrée dans la brèche. Et selon l'avocat de George, Greyhound est l'unique responsable. Son client, un si bon samaritain, n'a rien à voir avec tout ça. Et s'il est accusé, c'est sans doute que Greyhound voulait voir sa peine réduite. Et c'est vrai, dans le fond, Greyhound a tout à gagner. Et au cours du procès, on découvre aussi la dynamique de cette amitié. Il apparaît que Greyhound idolâtrait littéralement George, et qu'il pensait sincèrement que George et lui étaient des amis très très proches, limite des meilleurs amis. Mais la réalité, c'est que George le manipulait, et qu'il profitait de sa fragilité mentale. Il s'était simplement servi de lui pour mener à bien son plan diabolique, se liant même probablement d'amitié avec lui dans l'unique but de se débarrasser de sa femme, du moins d'après les policiers et l'accusation. Le procureur a également ajouté qu'il pensait que George avait probablement aussi l'intention de s'en prendre à Greyhound par la suite, car il avait acheté peu de temps après les faits une arme à feu. Donc, selon le procureur, il prévoyait de tuer Greyhound, qui était devenu un témoin gênant. Et toujours selon lui, le fait que le mariage de George s'effondrait était quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter. L'idée de ne plus avoir aucun contrôle sur sa fille et sur sa femme lui était tout simplement insupportable. À la fin d'une semaine de procès
Et à l'issue de l'audition d'une 40aine de témoins, le jury passe 3 longs jours à délibérer, et quand on annonce que le jury est enfin arrivé à un verdict, l'atmosphère dans la cour est tendue. Les membres de la famille de Shona sont nerveux, et ceux de la famille de George prient tous les dieux. Puis le verdict tombe. George est reconnu coupable et il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération sur parole avant 81 années. Au moment du verdict, George, comme d'ailleurs pendant tout le procès, n'a montré aucune émotion. En entendant le verdict, la sœur de Paula, tout comme ses proches, était folle de joie. Elle a témoigné que son beau-frère était un manipulateur, qu'il était tout à fait incapable de vivre heureux sans contrôler ceux qui l'entouraient. Elle explique qu'il était devenu abject avec Shona et qu'effectivement, elle avait parlé de tout arrêter, et pour de bon cette fois. George fait appel du verdict. Dans son appel de 107 pages, il explique que les médicaments, des antidouleurs, des hormones ainsi que l'Adderall qu'on lui avait prescrit suite à un accident des années auparavant avaient troublé son esprit au moment des faits, au point de penser que Dieu lui avait demandé de tuer sa femme afin de protéger leur enfant. Donc, vous l'aurez compris, il est enfin passé aux aveux. Et ce qu'il veut faire, c'est plaider la folie pour échapper à la prison, être ainsi interné et puis être libéré un peu plus tard. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il n'a pas hésité à entrer dans l'appartement avec sa fille pour mieux brouiller les pistes. Donc la pauvre enfant de 8 ans avait vu la scène. Et je me suis imaginé les répercussions que ça pourrait entraîner chez une si jeune fillette de 8 ans. C'est immonde, mais on sait qu'elle a été très rapidement prise en charge par des psychologues. George a ajouté que son premier avocat était incompétent parce qu'il n'avait pas demandé une évaluation psychiatrique, alors même que le pauvre homme avait clairement des problèmes de santé mentale. Ce à quoi son avocat a répondu que George ne lui avait jamais dit avoir de tels problèmes de santé mentale. Et d'ailleurs, il a dit qu'il semblait d'ailleurs tout à fait apte à assister à un procès. L'appel de George sera rejeté, il est vrai que personne n'y croit, et sa condamnation est donc maintenue. La famille de Shona a créé Justice pour Shona, un groupe qui sensibilise aux problèmes familiaux. Plus tard, sa famille a même fait déplacer sa tombe de Las Vegas à l'Utah afin qu'elle puisse reposer près de son père. La petite Maddie vit à présent avec la mère de Shona et passe beaucoup de temps avec sa tante Paula. Et malheureusement, elle va devoir grandir sans sa mère et sans son père, mais elle est bien entourée. Et ça, dans son malheur, il faut avouer que c'est une chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Essayez de ne pas spoiler, les amis, restons un peu flous pour ne pas influencer ceux qui vont regarder la vidéo après vous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez trouver en barre d'infos notre TikTok, notre Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.